Bonjour, aujourd'hui la sonate à Kreutzer de Léon Tolstoï. Chapitre 1. Nous étions au début du printemps. C'était notre second jour de voyage. Des gens qui parcouraient de courtes distances montaient dans le wagon et le quittaient. Mais 3 personnes étaient comme moi en route depuis le point de départ du train. Une dame laide et sans jeunesse, au visage usé, qui fumait, qui portait un bonnet et un manteau de coupe masculine. Un de ses amis, un homme d'une quarantaine d'années, communicatif, avec des bagages neufs et élégants, et enfin un monsieur de petite taille, au mouvement saccadé, qui se tenait à l'écart. Il n'était pas vieux, mais ses cheveux bouclés avaient visiblement blanchi avant le temps. Il avait des yeux extraordinairement brillants, qui se portaient rapidement d'un objet à un autre. Il portait un vieux paletot à col d'agneau qui venait de chez un bon tailleur, et un haut bonnet de même fourrure. Sous son paletot, lorsqu'il le déboutonnait, on voyait un long gilet et une blouse russe brodée. Ce monsieur avait encore une particularité. De temps à autre, il faisait entendre des sons étranges qui ressemblaient à une expectoration ou à un rire étouffé. Pendant tout le trajet, il avait évité avec soin d'entrer en relation avec les voyageurs. Aux avances de ses voisins, il avait répondu brièvement, avec brusquerie. Il lisait, fumait en regardant par la fenêtre, ou bien il buvait du thé et mangeait des provisions contenues dans son vieux sac de cuir. Il me semblait que la solitude lui pesait, et j'avais eu plusieurs fois le désir de lui adresser la parole. Mais chaque fois que nos yeux se rencontraient, ce qui se produisait souvent car nous étions assis dans 2 coins en diagonale, il se détournait et se plongeait dans son livre ou regardait par la fenêtre. Lors d'un arrêt dans une grande gare, à la fin de la seconde journée, ce monsieur nerveux descendit chercher de l'eau bouillante pour se faire du thé frais. L'homme au bagage flambant neuf, un avocat, comme je l'appris par la suite, et sa voisine, la fumeuse en paletot masculin, allèrent prendre le thé au buffet. Pendant l'absence de ces 2 derniers, plusieurs personnages nouveaux entrèrent dans le wagon. Parmi eux, un vieillard de haute taille, au visage rasé, couvert de rides, un marchand, selon toute apparence, avec une pelisse de putois et une casquette en drap nantie d'une énorme visière. Le marchand s'assit en face de la place de la dame amie de l'avocat et entra aussitôt en conversation avec un jeune homme qui avait l'air d'un commis et qui était monté dans le wagon à cette même station. J'étais assis dans le coin opposé et comme le train était arrêté, je pus, au moment où personne ne passait, saisir des bribes de leur entretien. Le marchand annonça tout d'abord qu'il se rendait dans sa propriété qui n'était distante que d'une station. Ensuite, comme toujours, ils se mirent à parler des prix, du commerce, dire, comme toujours, que Moscou maintenant s'était mise au négoce, puis s'entretinrent dans la foire de Nijni Novgorod. Le commis se lança dans le récit de la noce qu'avait faite là-bas un riche négociant connu de tous deux, mais le vieillard l'interrompait pour décrire les bonbons auxquels il avait lui-même pris part jadis à Kounavino. Il était manifestement fier de ses exploits et raconta avec une allégresse visible qu'un jour, étant ivre à Kounavino, ils avaient, ce monsieur et lui, joué un tour de telle nature qu'il lui fallut le relater à voix basse. Là-dessus, le commis fit retentir tout le wagon de ses éclats de rire, et le vieux se mit à rire lui aussi en découvrant 2 dents jaunes. Comme je ne m'attendais pas à entendre quoi que ce soit d'intéressant, je me levai pour aller faire les 100 pas sur le quai jusqu'au départ du train. À la porte, je croisai l'avocat et la dame qui bavardaient avec animation en regagnant leur place. « Vous n'aurez pas le temps, me dit l'avocat communicatif, on va donner le second signal. » En effet, avant que j'aie pu atteindre l'extrémité du wagon, la sonnette retentit. Quand je revins, la conversation animée se poursuivait entre la dame et l'avocat. Le vieux marchand était assis, sans mot dire, en face d'eux. Il fixait devant lui un regard sévère et de temps à autre remuait les mâchoires d'un air désapprobateur. Après cela, elle a dit franchement à son mari, dit en souriant l'avocat au moment où je passais devant lui, qu'elle ne pouvait ni ne désirait continuer à vivre avec lui, étant donné... Il continua son récit que je ne pus entendre. Après moi défilèrent encore des voyageurs. Le contrôleur passa, un porteur pressé fit son apparition, et pendant un assez long moment le vacarme m'empêcha de suivre la conversation. Lorsque tout se fut apaisé, que j'entendis de nouveau la voix de l'avocat, l'entretien avait visiblement passé d'un cas particulier à des considérations générales. L'avocat disait que le problème du divorce occupait de nos jours l'opinion publique en Europe,
et que chez nous des situations de ce genre se présentaient de plus en plus fréquemment. Ayant remarqué qu'on n'entendait plus que lui, il s'interrompit et se tourna vers le vieillard. « Dans l'ancien temps, cela n'existait pas, n'est-il pas vrai ?» lui dit-il avec un sourire affable. L'autre voulut répondre, mais en cet instant le train s'ébranla et le vieux marchand, ôtant sa casquette, commença à se signer et à réciter une prière à voix basse. L'avocat détourna les yeux et attendit poliment. Lorsqu'il eut achevé sa prière et ses 3 signes de croix, le vieux enfonça sa casquette bien droite sur ses yeux, se carra sur la banquette et prit la parole. « Si, monsieur, cela existait, mais moins, dit-il. Aujourd'hui, il ne peut en être autrement, les gens sont trop instruits. Le train qui prenait de la vitesse faisait entendre des grondements intermittents en passant sur les joints, et j'eus du mal à suivre l'entretien. Comme c'était intéressant, j'ai changé de place pour me rapprocher. Mon voisin, le monsieur nerveux aux yeux brillants, était visiblement intéressé lui aussi, et sans bouger de sa place prêtait l'oreille. « Qu'est-ce que l'instruction a donc de répréhensible ?» dit la dame avec un sourire à peine distinct. « Vous n'allez tout de même pas me dire qu'il vaut mieux, comme autrefois, marier des jeunes gens qui ne se sont jamais vus ?» poursuivit-elle en répondant, selon l'habitude de beaucoup de dames, non aux paroles de son interlocuteur, mais à celles qu'elle pensait qu'il allait prononcer. Sans savoir si on s'aimait ou si on pouvait s'aimer, on épousait le premier venu et on était malheureux toute sa vie. « Vous trouvez que c'est mieux ?» dit-elle. De toute évidence, son discours s'adressait à moi et à l'avocat, et en dernier lieu au vieillard à qui elle parlait. « Les gens sont trop instruits maintenant, » répéta le marchand, en regardant la dame d'un air méprisant, et il laissa sa question sans réponse. « J'aimerais savoir quel lien vous voyez entre l'instruction et la mésentente entre époux, » dit l'avocat avec un léger sourire. Le marchand voulut dire quelque chose, mais la dame l'interrompit. « Non, cette époque est révolue, dit-elle, mais l'avocat l'arrêta. Laissez-le exprimer sa pensée. « Toutes ces bêtises viennent de l'instruction, dit le vieux d'un ton catégorique. On marie des gens qui ne s'aiment pas et ensuite on s'étonne qu'ils ne s'entendent pas, se hâta de dire la dame en posant les yeux sur l'avocat, puis sur moi et même sur le commis qui, debout, accoudé à son dossier, écoutait en souriant notre discussion. Mais il n'y a que les animaux qu'on peut accoupler ainsi, selon le bon plaisir de leur maître. Les êtres humains ont leurs penchants, leurs affections, dit-elle avec le désir manifeste de piquer au vif le marchand. Vous avez tort de parler ainsi, madame, dit le vieillard. L'animal n'est qu'une brute, tandis qu'une loi a été donnée à l'homme. Mais comment vivre avec un homme sans amour, dit la dame, toujours pressée d'exprimer ses opinions, qu'elle croyait sans doute très originales. Avant, on n'analysait pas tout cela, dit le vieillard d'un ton pénétré. C'est maintenant que cela se répand. À la première occasion, la femme dit tout de suite « Je vais te quitter ». Cette mode-là a pris même chez les paysans. Tiens, voilà tes chemises et tes culottes, moi je pars avec Vania. Il a les cheveux plus bouclés que toi. Allez leur faire entendre raison. Pour la femme, ce qui doit tout primer, c'est la crainte. Le commis regarda l'avocat, puis la dame, puis moi. Il dissimulait un sourire, et il était visiblement prêt soit à railler, soit à approuver les propos du marchand selon l'accueil qu'on leur ferait. « Mais quelle crainte, dit la dame. Je vais vous le dire, que la femme craigne son mari, voilà. Voyons, mon cher, ce temps-là est passé, dit la dame avec une pointe d'acrimonie. Non, madame, ce temps-là ne doit pas passer. Ève, la femme, a été formée d'une côte de son époux. Telle elle restera jusqu'à la fin des siècles, dit le vieux en secouant la tête d'un air si sévère et si triomphant que le commis décida aussitôt que la victoire était du côté du marchand et qu'il éclata de rire bruyamment. « Ah, c'est vous les hommes qui raisonnez ainsi, dit la dame sans se rendre en tournant les yeux vers nous. Vous vous êtes octroyé la liberté, mais vous voulez garder votre femme dans le terrem. Vous, bien entendu, vous vous permettez tout. Personne ne permet rien, seulement l'homme ne rapporte rien à la maison, tandis que la femme, elle, est un vase fragile, continua à prêcher le vieillard. Le ton inspiré du marchand convainquit manifestement les assistants. La dame elle-même se sentit écrasée, mais ne s'avouait toujours pas vaincue. Bon, mais vous admettez que la femme est un être humain et qu'elle éprouve des sentiments tout comme un homme. Alors que doit-elle faire si elle n'aime pas son mari? Si elle ne l'aime pas, répéta le vieillard d'un ton menaçant, en remuant les lèvres et les sourcils, elle l'aimera, n'ayez crainte. Cet argument inattendu plut tout particulièrement au commis. Il fit entendre un grognement d'approbation. Mais non, elle ne l'aimera pas, reprit la dame. Quand on n'aime pas quelqu'un, rien ne peut vous y contraindre. Et si la femme trompe son mari, dit l'avocat? La question ne se pose pas, dit le vieil homme. Il s'agit d'y avoir l'œil. Mais si cela se produit, ce sont des choses qui arrivent. Chez certains peut-être, pas chez nous, dit le vieux.
Tous se turent, le commis s'agita, se rapprocha encore, et visiblement désireux de ne pas demeurer en reste, commença en souriant. C'est juste, tenez, chez un gars de chez nous, il y a eu un scandale. Et là aussi, c'est bien difficile de juger. Il est tombé sur une coureuse, elle s'est mise à faire la noce, le petit, lui, était sérieux et il avait de l'instruction. Au début, ça a été un commis, il l'a sermonné, ça ne l'a pas calmé. Elle a fait toutes sortes de saletés. Elle a commencé à lui voler son argent, alors il lui a tapé dessus. Ça n'a servi à rien, c'est allé de mal en pis. Elle a fait des blagues, si j'ose m'exprimer ainsi, avec un impie, un juif. Qu'est-ce qu'il pouvait faire? Il l'a mise dehors une fois pour toutes. Maintenant il vit en garçon et elle traîne. C'est un imbécile, dit le vieux. S'il lui avait serré la vis au début et s'il l'avait tenue de près, elle s'y serait faite, vous pouvez me croire. Il ne faut pas leur lâcher la bride au début. Ne te fie ni à cheval au pré, ni à femme au foyer. À ce moment, le contrôleur vint demander les billets avant la station suivante. Le vieux lui remit le sien. C'est comme je vous le dis, il faut tenir la bride courte aux femmes dès le début, autrement c'est la fin de tout. Mais comment, vous-même tout à l'heure, vous racontiez la joyeuse vie que menaient des hommes mariés à Cunavino, lui dis-je, n'y tenant plus. Ça, c'est une autre affaire, dit le marchand, et il s'absorba dans un silence profond. Lorsque retentit le sifflet, le marchand se leva, prit son sac sous la banquette, souleva sa casquette et sortit sur la plateforme. Chapitre 2. Dès que le vieux fut sorti, la conversation reprit à plusieurs voix. « C'est un papa de l'Ancien Testament, dit le commis. »« Un domostroï, en chair et en os, dit la dame. Quelle conception féroce de la femme et du mariage. »« Oui, nous voilà loin de la manière européenne d'envisager le mariage, dit l'avocat. »« Le point essentiel, que ne comprennent pas ces gens-là, dit la dame, c'est que le mariage sans amour n'est pas le mariage. Seul l'amour sanctifie une union, et le seul véritable mariage est celui que sanctifie l'amour. Le commis écoutait et souriait, souhaitant garder dans sa mémoire, pour les employer à l'occasion, la plus grande partie possible de ses propos intelligents. Au milieu de la tirade de la dame, on entendit derrière moi un son semblable à un rire ou un sanglot interrompu. En nous retournant, nous aperçûmes mon voisin, le monsieur solitaire aux cheveux blancs et aux yeux brillants, qui, pendant la discussion, apparemment intéressé, s'était approché de nous sans se faire remarquer. Il se tenait debout, les mains posées sur le dossier de son siège. Il était manifestement troublé, son visage était rouge et le muscle d'une de ses joues tressaillait. Quel est donc cet amour qui sanctifie le mariage, dit-il en balbutiant. Voyant l'émotion de son interlocuteur, la dame s'efforça de lui répondre de la façon la plus douce et la plus circonstanciée. Le véritable amour, si cet amour existe entre l'homme et la femme, le mariage lui aussi est possible, dit-elle. Oui, mais qu'entend-on par un amour véritable, dit timidement le monsieur aux yeux brillants avec un sourire contraint. Tout le monde sait cela, dit la dame, visiblement désireuse d'interrompre cet entretien. Moi, je l'ignore, dit le monsieur. Il faut préciser ce que vous entendez par là. Comment? C'est très simple, dit la dame, mais elle réfléchit un instant. L'amour est une prédilection exclusive pour l'un ou pour l'autre entre tous les autres, dit-elle. Une prédilection pour combien de temps? Pour un mois? Pour 2 jours? Pour une demi-heure? Fit le monsieur aux cheveux blancs et il se mit à rire. Non, voyons, vous ne parlez pas de la même chose. Mais si, très précisément. Ils disent, intervint l'avocat en désignant la dame, que le mariage doit prendre sa source premièrement dans l'affection, dans l'amour, si vous voulez, et que si celui-ci est présent, et seulement dans ce cas, le mariage offre, pour ainsi dire, quelque chose de sacré. Par suite, un mariage qui ne repose pas sur le fondement d'un attachement naturel, l'amour, si vous voulez, n'a en soi rien d'une obligation morale. Ai-je bien compris, dit-il en se tournant vers la dame. La dame approuva d'un signe de tête cet éclaircissement de sa pensée. Après cela, reprit l'avocat poursuivant son discours, mais le premier monsieur, qui avait maintenant des yeux étincelants, se contenait manifestement avec peine. Sans laisser l'avocat achever, il commença. Oui, je parle précisément de cette prédilection pour l'un ou pour l'autre entre tous les autres, mais je demande seulement, prédilection pour combien de temps? Pour combien de temps? Pour longtemps, pour toute la vie, parfois, dit la dame en haussant les épaules. Mais cela n'existe que dans les romans, dans la vie jamais. Dans la vie, cette prédilection pour un être peut durer des années, mais c'est très rare. Plus souvent des mois, ou seulement des semaines, des jours, des heures, dit-il. Il savait évidemment que cette opinion étonnait tout le monde et il en était satisfait. Ah, qu'est-ce que vous dites? Mais non!
Non, permettez, commençâmes-nous tous trois d'une seule voix. Le commis lui-même fit entendre un son désapprobateur. Oui, je sais, cria le monsieur aux cheveux blancs plus fort que nous tous. Vous parlez de ce qui est censé exister, et moi je vous parle de ce qui est. Tout homme éprouve ce que vous appelez de l'amour pour n'importe quelle jolie femme. Ah, c'est horrible ce que vous dites. Il existe pourtant bien entre les êtres un sentiment que l'on appelle l'amour et qui dure, non des mois ni des années, mais toute la vie. Non et non. Si l'on admettait même qu'un homme préfère une certaine femme toute sa vie, cette femme, selon toute vraisemblance, en préférerait un autre. Il en a toujours été ainsi, et il en est ainsi dans ce bas monde, dit-il. Il prit une cigarette dans son étui et l'alluma. La réciprocité peut exister, dit l'avocat. Non, répliqua-t-il, pas plus que dans une charretée de pois, deux petits pois marqués ne peuvent se trouver l'un à côté de l'autre. Et qui plus est, l'invraisemblance n'est pas ici seul en jeu. Il y a aussi à coup sûr la satiété. Aimer toute sa vie un homme ou une femme, cela revient à dire qu'une chandelle peut brûler pendant toute sa vie, dit-il en aspirant avidement la fumée de sa cigarette. Mais vous parlez uniquement de l'amour charnel. N'admettez-vous donc pas un amour fondé sur la communauté d'idéal, sur une affinité spirituelle, dit la dame. Affinité spirituelle, communauté d'idéal, répéta-t-il, en faisant entendre ces gémissements qui lui étaient particuliers. À ce moment-là, ce n'est pas la peine de coucher ensemble, pardonnez ma grossièreté. Est-ce à cause d'une communauté d'idéal que les gens couchent ensemble, dit-il, et il eut un rire nerveux. Allons donc, dit l'avocat, le fait contredit vos propos. Nous voyons que l'union conjugale existe, que toute l'humanité, ou du moins la plus grande partie de l'humanité, vit dans le mariage et que beaucoup mènent honnêtement une vie conjugale de longue durée. Le monsieur aux cheveux blancs se mit à rire encore une fois. Vous dites que le mariage repose sur l'amour, et lorsque j'exprime un doute quant à l'existence de l'amour, si ce n'est l'amour sensuel, vous me démontrez l'existence de l'amour en me disant que le mariage existe. Mais ce fameux mariage à notre époque n'est qu'une imposture. Non, permettez, dit l'avocat, je dis seulement qu'il y a eu et qu'il y a encore des mariages. D'accord, mais pourquoi? Il y a eu et il y en a parmi les gens qui, dans le mariage, voient quelque chose de sacramentel, le sacrement qui les lie devant Dieu. Chez ces gens-là, les mariages existent, chez nous, non. Chez nous, les gens prennent femme, sans voir dans cette union autre chose que l'accouplement, et cela n'aboutit qu'à la supercherie ou à la contrainte. Quand il y a supercherie, c'est plus facile à supporter. Le mari et la femme font seulement croire aux gens qu'ils vivent dans la monogamie, alors qu'ils vivent dans la polygamie et la polyandrie. C'est répugnant, mais cela va encore. Mais lorsque, et c'est là ce qui arrive souvent, le mari et la femme ont accepté l'obligation extérieure de vivre ensemble toute leur vie, et lorsque, dès le second mois, ils se haïssent déjà, désirent divorcer et continuent cependant à vivre ensemble, c'est cet enfer effroyable qui amène les gens à boire, à se tirer une balle de revolver, à supprimer, à empoisonner le partenaire et soi-même, dit-il de plus en plus rapidement, sans laisser personne placer un mot et en s'échauffant de plus en plus. Tous se taisaient, nous nous sentions mal à l'aise. Oui, sans doute y a-t-il des épisodes critiques dans la vie conjugale, dit l'avocat, pour interrompre une conversation plus brûlante qu'il ne convenait. Vous m'avez reconnu à ce que je vois, dit le monsieur à cheveux blancs d'une voix douce et comme paisible. Non, je n'ai pas ce plaisir. Le plaisir n'est pas grand. Je suis Poznichev, celui qui a traversé cet épisode critique auquel vous faites allusion. Épisode tel qu'il a tué sa femme, dit-il en regardant rapidement chacun d'entre nous. Personne ne trouva rien à dire, tous gardaient le silence. C'est égal, dit-il en produisant le son qui lui était particulier. Allons, excusez-moi, je ne veux pas vous gêner. Pas du tout, de grâce, dit l'avocat, ignorant lui-même ce que signifiait ce de grâce. Mais Poznichev, sans l'écouter, se détourna brusquement et retourna à sa place. Le monsieur et la dame chuchotaient. J'étais assis à côté de Poznichev et je me taisais, ne sachant que dire. Il faisait trop sombre pour lire, aussi je fermai les yeux et fis semblant de vouloir m'endormir. Ainsi arrivâmes-nous sans parler jusqu'à la station suivante. Pendant l'arrêt, le monsieur et la dame passèrent dans un autre wagon. Ils s'étaient entretenus à l'avance à ce sujet avec le contrôleur. Le commis s'était installé commodément sur la banquette et assoupi. Quant à Poznichev, il ne cessait de fumer et de boire un thé infusé à l'autre station. Lorsque j'ouvris les yeux et le regardai, il se tourna soudain vers moi d'un air à la fois exaspéré et résolu. « Il vous est peut-être désagréable de rester assis à côté de moi, sachant qui je suis. Dans ce cas, je peux m'en aller. »« Oh non, je vous en prie. »« Alors, voulez-vous boire ?»« Seulement, il est fort. Il me versa du thé. Ils disent, ils ne font que mentir, dit-il. »« De quoi parlez-vous » lui demandai-je.
Toujours de la même chose, de cet amour dont il parle et de ce qu'il est en réalité. Vous n'avez pas sommeil? Pas du tout. Alors, si vous voulez, je vais vous raconter comment j'ai été amené par ce même amour à ce qui m'est arrivé. Oui, si cela ne vous est pas trop pénible. Non, ce qui m'est pénible, c'est de me taire. Servez-vous. Il est peut-être trop fort. Son thé effectivement était noir comme de l'encre, mais j'en pris un verre. À ce moment, le contrôleur passa. Mon compagnon le suivit sans mot dire d'un regard courroucé, et ne commença que lorsque l'autre fut sorti. Chapitre 3. Bon, je vais vous raconter. Vous le désirez vraiment? Je répétai que je le désirais vivement. Il se tut, se passa les mains sur le visage et commença. Si je vous raconte cela, il faut que je reprenne tout dès le commencement. Je dois vous dire comment et pourquoi je me suis marié et ce que j'étais avant mon mariage. J'ai vécu avant mon mariage comme tout le monde, du moins dans notre milieu. J'ai des terres, j'ai fait mes études à l'université, j'étais maréchal de la noblesse. J'ai vécu avant mon mariage comme tout le monde dans la débauche. Et comme tous les hommes de notre milieu, vivant dans la débauche, j'étais convaincu de vivre comme il fallait. De moi-même, je pensais que j'étais un charmant garçon, un homme d'excellente moralité. Je n'étais pas un séducteur, je n'avais pas de goût contre nature, je ne faisais pas de cela le but principal de mon existence. Comme beaucoup de garçons de mon âge, je m'adonnais à la débauche avec mesure et décence, pour ma santé. J'évitais les femmes qui, par la naissance d'un enfant ou par leur attachement, eussent pu me lier. Au reste, peut-être y eut-il des enfants, peut-être s'attacha-t-on à moi, mais je faisais comme si de rien n'était. Non seulement je trouvais cela moral, mais j'en étais fier. Il s'arrêta, produisit ce son particulier, ainsi qu'il faisait chaque fois qu'apparemment une idée nouvelle lui venait. « Et c'est précisément là la pire des infamies, s'écria-t-il. La débauche n'est pas physique, aucun désordre physique n'est la débauche. La débauche, la vraie, consiste précisément dans le fait de se libérer des rapports moraux avec la femme, avec laquelle on a un commerce physique. Or, je me faisais un mérite de cette libération. Je me souviens de mon tourment, un jour que je n'avais pu payer une femme qui, vraisemblablement éprise de moi, s'était donnée à moi. Je ne fus tranquillisé que lorsque je lui ai envoyé de l'argent. Car je montrais par là que, moralement, je ne me sentais pas le moins du monde engagé vis-à-vis d'elle. « Ne hochez pas la tête comme si vous étiez de mon avis, cria-t-il soudain en me regardant. Je connais la chanson. Vous tous, et vous aussi, vous au mieux, si vous n'êtes pas une rare exception, vous voyez les choses comme je les voyais. Bon, pardonnez-moi, poursuivit-il, mais le fait est que c'est horrible, horrible, horrible. Qu'est-ce qui est horrible, lui demandai-je. Cet abîme d'égarement dans lequel nous vivons en ce qui concerne les femmes et nos rapports avec elles. Oui, je ne peux en parler calmement, et ce n'est pas parce qu'est survenu cet épisode, comme dit l'autre, mais parce que depuis qu'est survenu cet épisode, mes yeux se sont ouverts, et j'ai vu tout dans une lumière très différente. Tout est à l'envers, tout est à l'envers. Il alluma une cigarette et les coudes appuyés sur ses genoux commença à parler. Dans l'obscurité, je ne pouvais voir son visage. J'entendais seulement, mêlé au bruit de ferraille du wagon, sa voix agréable et convaincante. Chapitre 4. Oui, c'est seulement après le supplice que j'ai enduré grâce à lui que j'ai compris où était la racine de tout, compris ce qui devait être, et par suite vu toute l'horreur de ce qui était. Tenez, voici comment et quand a commencé ce qui m'a amené à mon épisode. Cela a commencé la veille de mes 16 ans. C'est arrivé pendant que j'étais au lycée. Mon frère aîné était étudiant de première année. Je ne connaissais pas encore les femmes, mais comme tous les malheureux enfants de notre société, je n'étais plus innocent. Cela faisait déjà plus d'1 an que j'avais été perverti par mes camarades. Déjà la femme, non une femme entre autres, mais la femme en tant que quelque chose de délectable. La femme, toute femme, la nudité de la femme me tourmentait déjà. Mes solitudes étaient impures. Je souffrais, comme souffrent 99% de nos jeunes garçons. J'étais terrifié, je souffrais, priais, succombais. J'étais déjà perverti en imagination et dans la réalité, mais je n'avais pas encore franchi le dernier pas. Je me perdais seul, mais je n'avais pas encore porté la main sur un autre être humain. C'est alors qu'un camarade de mon frère, un bon vivant, un brave garçon, comme on dit, c'est-à-dire le pire des vauriens. Il nous avait appris à boire et à jouer aux cartes. Nous persuada, après une beuverie, d'aller là-bas. Nous y allâmes. Mon frère était encore innocent comme moi, et il tomba la même nuit. Et moi, gamin de 15 ans, je me profanais moi-même et contribuais à la profanation d'une femme.
sans comprendre du tout ce que je faisais. Je n'avais jamais entendu dire à aucun de mes aînés que ce que je faisais était mal, et aujourd'hui non plus personne n'entendra rien de pareil. Il est vrai que c'est dans les commandements, mais comme vous le savez, les commandements ne servent qu'à répondre à l'aumônier le jour de l'examen, et encore ils ne sont pas très utiles, beaucoup moins que la règle d'emploi de « ut » dans les propositions conditionnelles. Donc à aucun de ces aînés, dont je respectais les opinions, je n'ai entendu dire que c'était mal. Par contre, j'ai entendu des gens que je respectais dire que c'était bien. On m'a dit que mes luttes et mes souffrances s'apaiseraient après cela. J'ai entendu cela, je l'ai lu. Mes aînés m'ont assuré que ce serait bon pour ma santé. Mes camarades, eux, disaient qu'il y avait là une sorte de mérite, de la bravoure, si bien qu'en somme, je ne voyais rien là que de bon. Le danger de la contagion, il est prévu lui aussi. Le gouvernement, plein de sollicitude, s'en inquiète. Il surveille le fonctionnement régulier des maisons de tolérance et protège la dépravation des lycéens. Les médecins eux-mêmes, contre émolument, suivent cette question. Il en doit être ainsi. Ils affirment que la débauche est profitable à la santé, mais ce sont eux qui ont institué cette débauche méthodique et légitime. Je connais des mères qui se soucient dans ce sens de la santé de leurs fils, et la science les envoie dans les maisons de tolérance. La science, pourquoi donc, dis-je? Qui sont les médecins? Des prêtres de la science. Qui débauchent les jeunes garçons en affirmant que c'est nécessaire pour leur santé? Eux. Et ensuite ils soignent la syphilis avec un épouvantable sérieux. Pourquoi donc ne pas soigner la syphilis? Parce que si la 100e partie des efforts consacrés au traitement de la syphilis était employée à extirper la débauche, il y a longtemps que la syphilis aurait disparu de nos mémoires. Or, ces efforts sont employés non à extirper la débauche, mais à l'encourager, à la préserver de tout danger. D'ailleurs, le problème n'est pas là. Le problème réside dans ce fait qu'il m'est arrivé, comme à 9 sur 10, sinon plus, des jeunes gens, non seulement dans notre classe, mais partout, même chez les paysans, qu'il m'est arrivé cet horrible malheur de tomber sans succomber au charme naturel d'une femme en particulier. Non, aucune femme ne m'a séduit, et je suis tombé parce que le milieu qui m'entourait voyait, dans ce qui était une chute, les uns une fonction légitime et nécessaire à la santé, les autres la distraction la plus naturelle pour un jeune homme, et non seulement pardonnable, mais même innocente. Je ne comprenais donc pas que c'était une chute. Je commençais simplement à m'adonner à ce qui était à moitié un plaisir, à moitié une nécessité, tous deux propres ainsi qu'on me l'insinuait à un certain âge. Je commençais à m'adonner à cette débauche, comme je commençais à boire et à fumer. Cependant, cette première chute eut quelque chose de particulier et de touchant. Je me rappelle aussitôt après, là même, sans quitter la chambre, j'éprouvais une tristesse infinie. J'eus envie de pleurer, de verser des larmes sur la perte de mon innocence, sur la corruption définitive de mes rapports avec la femme. Oui, les rapports simples, naturels avec la femme, étaient gâtés à tout jamais. À partir de ce jour, je n'eus plus jamais de relation pure avec une femme, et je ne pouvais en avoir. J'étais devenu ce qu'on appelle un fornicateur. Or, être un fornicateur est un état physique semblable à celui du morphinomane, de l'ivrogne, du fumeur d'opium. De même que le morphinomane, l'ivrogne, le fumeur d'opium n'est plus un homme normal. De même, l'homme qui a connu plusieurs femmes pour son plaisir n'est plus un homme normal, mais un homme corrompu à tout jamais, un fornicateur. On peut reconnaître immédiatement un morphinomane, un ivrogne à son visage, à ses manières. Il en va de même du fornicateur. Le débauché peut se contenir, lutter, mais il n'aura plus jamais de relation simple, claire, pure, fraternelle avec une femme. À la façon dont il regarde, examine une jeune femme, on peut reconnaître tout de suite le fornicateur. Je devins donc un fornicateur et le restais. C'est ce qui me perdit. Chapitre 5. Oui, c'est comme cela. Par la suite, cela ne fit que s'amplifier. Je connus toutes sortes de déviations. Mon Dieu, quand je me rappelle toutes mes turpitudes à cet égard, je suis saisi d'effroi. C'est le souvenir que je garde de moi-même, et mes camarades se moquaient de ce qu'ils appelaient mon innocence. Dire qu'on parle de la jeunesse dorée, des officiers, des Parisiens, et tous ces messieurs et moi, avec 30 années de débauche et sur la conscience des centaines de crimes horribles de toute nature contre les femmes, avec 30 ans de débauche derrière nous, nous entrons, bien lavés, bien rasés, parfumés, avec du linge blanc, en habit ou en uniforme, dans un salon ou dans un bal, emblème de la pureté, c'est délicieux. Songez donc un peu à ce qui devrait être et à ce qui est. Voici ce qui devrait être.
Lorsqu'un homme pareil entre en relation avec ma sœur ou ma fille, connaissant sa vie, je devrais m'approcher de lui, le prendre à part et lui dire à l'oreille: Mon cher, je sais comment tu vis, comment tu passes tes nuits, et avec qui. Ta place n'est pas ici. Ici, il y a des jeunes filles innocentes et pures. Va-t'en. Voilà ce qui devrait être. Or, voici ce qui est. Quand un monsieur de cette sorte fait son apparition et danse en la tenant dans ses bras avec ma sœur et ma fille, nous jubilons s'il est riche et s'il a des relations. Pourvu qu'après rigole-boche, il juge ma fille digne de lui, même s'il y a des suites, une maladie, peu importe. Aujourd'hui, on est bien soigné. Bien plus, je connais plusieurs jeunes filles du meilleur monde que leurs parents ont mariées avec enthousiasme à des syphilitiques. Ô abomination! Mais le temps viendra où cette turpitude et ce mensonge seront démasqués. Il fit entendre plusieurs fois ces sons particuliers et bizarres et reprit du thé. Le thé était horriblement fort, il n'y avait pas d'eau pour l'éclaircir. Je sentais que c'était surtout les 2 verres que j'avais bu qui m'agitaient. Sans doute le thé agissait-il aussi sur lui, car son excitation grandissait. Sa voix se faisait de plus en plus chantante et expressive. Il changeait à tout instant d'attitude. Tantôt il enlevait son bonnet, tantôt il le remettait. Et son visage se modifiait étrangement dans la pénombre qui nous entourait. Donc je vécus ainsi jusqu'à 30 ans, sans abandonner un instant l'intention de me marier et de me faire une vie conjugale tout à fait pure et noble. Dans ce but, je commençai à chercher une jeune fille qui me convint, poursuivit-il. Je croupissais dans la sanie de la débauche et cependant je cherchais des jeunes filles dignes de moi par leur pureté. Il y en eut beaucoup que je rejetais, précisément parce qu'elles n'étaient pas assez pures pour moi. Enfin, j'en trouvai une que je jugeais digne de moi. C'était l'une des 2 filles d'un propriétaire de la province de Penza, jadis fort riche mais ruiné. Un soir, nous allâmes faire une promenade en barque. Nous revenions à la maison au clair de lune. J'étais assis à côté d'elle et j'admirais ses boucles, ses formes harmonieuses, moulées dans un jersey. Soudain, je décidai que c'était elle. Il me sembla ce soir-là qu'elle comprenait tout ce que je sentais, et que mes sentiments et mes pensées étaient des plus élevés. Au fond, il ne s'était rien passé, seulement son jersey lui seyait tout particulièrement, de même que ses boucles, et après une journée passée en sa compagnie, j'avais eu le désir d'un voisinage encore plus proche. Il est étrange que l'illusion qui veut que la beauté soit un bien soit aussi totale. Une jolie femme dit des stupidités. On l'écoute, et loin de remarquer ses stupidités, on la trouve intelligente. Elle dit et fait des horreurs, on trouve cela charmant. Et lorsqu'elle ne dit ni stupidité ni horreur, mais qu'elle est jolie, on est tout de suite persuadé qu'elle est miraculeusement intelligente et d'une grande moralité. Je revins chez moi enthousiasmé et décidé qu'elle était l'achèvement de toutes les perfections morales et par conséquent digne d'être ma femme. Le lendemain, je demandai sa main. Quelle confusion sur 1 millier d'hommes qui se marient non seulement dans notre milieu, mais malheureusement aussi dans le peuple. À peine y en a-t-il un qui n'ait pas été marié 10 fois, sinon 100 ou 1000, comme Don Juan avant son mariage. Il y a aujourd'hui, c'est vrai, je l'entends dire et je l'observe, des jeunes gens qui sentent et savent que ce n'est pas une plaisanterie, mais une grande œuvre. Dieu les aide. De mon temps, il n'y en avait pas 1 sur 10 000. Tout le monde le sait, fait semblant de l'ignorer. Dans les romans, on décrit en détail les sentiments des héros, les étangs et les buissons qu'ils contournent. Mais en peignant son grand amour pour une jeune fille, personne ne parle de ce qui est arrivé à cet intéressant personnage auparavant. Pas un mot de ce visite aux maisons, pas un mot des femmes de chambre, des cuisinières, des femmes d'autrui. S'il existe des romans inconvenants de cette espèce, on ne les met pas dans les mains des jeunes filles. Or, ce sont elles qui ont le plus besoin de savoir cela. Au début, on affecte de croire devant les jeunes filles que cette débauche n'existe absolument pas. Ensuite, nous nous habituons si bien à cette dissimulation qu'à la fin, comme les Anglais, nous commençons à croire sincèrement que nous sommes tous des gens moraux et que nous vivons dans un monde moral. Les jeunes filles, elles, les pauvres, croient cela tout à fait sérieusement. Ma malheureuse femme le croyait aussi. Je me souviens qu'étant déjà fiancé, je lui ai montré mon journal, où elle pouvait découvrir une petite partie de mon passé, et surtout ma dernière liaison qu'elle pouvait apprendre par d'autres et dont, à cause de cela, j'estimais indispensable de lui parler. Je me rappelle son effroi, son désespoir et son trouble, lorsqu'elle fit cette découverte et qu'elle comprit. À ce moment-là, je m'en aperçus, elle songea à me quitter. Que ne l'a-t-elle fait? Il fit entendre ce son particulier, se tut et but encore une gorgée de thé. Chapitre 6. Et d'ailleurs, cela vaut mieux ainsi, s'écria-t-il. C'est bien fait pour moi. Mais il ne s'agit pas de cela.
Je voulais dire qu'ici, seules ces malheureuses jeunes filles sont trompées. Les mères savent pourtant cela, surtout celles qui ont été éduquées par leur mari, elles le savent parfaitement. Et, tout en feignant de croire à la pureté des hommes, elles agissent en fait tout autrement. Elles savent avec quel hameçon attraper les hommes, pour elles et pour leurs filles. Nous les hommes, nous ignorons, et nous ignorons parce que nous ne voulons pas savoir. Les femmes, elles, savent fort bien que l'amour, le plus élevé, le plus poétique, comme nous disons, dépend non de mérites moraux, mais d'un rapprochement physique, et par surcroît d'une coiffure, de la couleur, de la coupe d'une robe. Demandez à une coquette expérimentée qui s'est donnée pour tâche de séduire un homme ce qu'elle préfère risquer. Être accusée de mensonge, de cruauté et même de dévergondage en présence de l'homme qu'elle essaie de charmer, ou se montrer à ses yeux dans une robe laide et mal faite. N'importe laquelle choisira toujours la première éventualité. Elle sait que nous ne faisons que mentir en parlant de sentiments élevés, que nous n'avons besoin que du corps et que par suite nous pardonnons toutes les vilainies, mais que nous n'avons pas d'indulgence pour un vêtement défectueux, sans goût et mauvais genre. La coquette sait cela consciemment, mais la première jeune fille innocente venue sait cela inconsciemment, comme le savent les animaux. De là ces jerseys abominables, ces arrière-trains postiches, ces épaules, ces bras nus, ces poitrines presque entièrement découvertes. Les femmes, surtout celles qui ont passé par l'école des hommes, savent fort bien que les conversations sur des sujets élevés ne sont que des conversations, et que ce dont l'homme a besoin, c'est le corps et tout ce qui peut le placer sous l'éclairage le plus flatteur, et c'est précisément ce qui se passe. Il suffit de faire abstraction de cette habitude, de cette infamie qui est devenue pour nous une seconde nature, et de jeter un coup d'œil sur la vie de nos classes supérieures, telle qu'elle est avec tout son dévergondage. Ce n'est qu'une immense maison de tolérance. Ce n'est pas votre avis ? Permettez, je vous le démontrerai, reprit-il en m'interrompant. Vous dites que les femmes de notre société vivent d'autres intérêts que celles des maisons de tolérance, et moi je vous dis que non, et je vous en fournirai la preuve. Si des gens diffèrent par le but, par le contenu interne de leur vie, cette diversité se reflètera inévitablement à l'extérieur, et cet extérieur sera différent. Mais regardez ces malheureuses qui sont méprisées, et les femmes du grand monde. Même parure, même manière, même parfum, même décolletage des bras, des épaules, de la poitrine, même façon de mouler et de faire ressortir leurs arrière-trains, même passion pour les cailloux, pour les objets brillants et coûteux, même distraction, danse, musique et chansons. Les unes cherchent à séduire par tous les moyens, les autres aussi. Aucune différence. Pour en donner une définition rigoureuse, il suffit de dire que les prostituées à court terme sont habituellement méprisées, les prostituées à long terme respectées. Chapitre 7. Ainsi je tombais dans le piège de ces jerseys, de ces boucles et de ces ornements postiches. Il était d'ailleurs facile de m'attraper, car j'ai été élevé dans des conditions où l'on produit des jeunes gens amoureux comme des concombres sous châssis. En effet, notre nourriture excitante, abondante, accompagnant une totale oisiveté, n'est autre chose qu'un stimulant systématique du désir. Que cela vous étonne ou non, il en est ainsi. Moi-même, jusqu'à ces derniers temps, je n'avais rien vu. Maintenant j'ai vu. Ce qui me torture, c'est que personne ne sait cela, et que les gens disent des stupidités, comme cette dame tout à l'heure. Près de chez moi, ce printemps, les paysans travaillaient au remblai du chemin de fer. La nourriture habituelle d'un jeune paysan est faite de pain, de kvass, d'oignons. Il est vif, alerte, sain, il accomplit les travaux des champs faciles. Il vient au chemin de fer et on lui donne chaque jour du gruau et une livre de viande. Mais il consomme cette nourriture en travaillant 16 heures par jour avec une brouette de 30 pouds. C'est ce qu'il lui faut. Mais nous, qui absorbons chacun 2 livres de viande, du gibier, toutes sortes de mets chauffants et des liqueurs, où tout cela se déverse-t-il ? Dans les excès sensuels. Si cela va là-bas, la soupape de sûreté est ouverte et tout va bien. Fermez la soupape. Comme je l'ai fait temporairement, il en résulte aussitôt une excitation qui, en traversant le prisme de notre vie artificielle, s'exprime par l'amour de l'eau la plus pure, parfois même l'amour platonique. Moi aussi je devins amoureux, comme tout le monde. Rien n'y manqua, ni l'exaltation, ni l'attendrissement, ni la poésie. Au fond, cet amour était un produit, d'un côté de l'activité de la maman et des couturières, de l'autre de l'excès de nourriture englouti par moi lors d'une vie oisive. S'il n'y avait pas eu, d'un côté les promenades en barque, les couturières et leurs robes à taille, si ma femme avait été vêtue d'un vilain peignoir et était restée chez elle, si d'un autre côté je m'étais trouvé dans l'état normal d'un homme absorbant juste la quantité de nourriture nécessaire à son travail,
et si la soupape de sûreté avait été ouverte, or elle se trouvait occasionnellement fermée à cette époque-là, je ne serais pas tombé amoureux et rien de tout cela ne serait arrivé. Chapitre 8. Cette fois-là donc cela réussit. Mon état, la jolie robe et la promenade en barque eurent un résultat. 20 fois cela avait échoué, mais cette fois-là il y eut un résultat. Une espèce de traquenard, je ne ris pas. Aujourd'hui on monte les mariages de toutes pièces comme les traquenards. N'est-ce pas naturel? Quand une fille est mûre, il faut la marier. Cela paraît si simple quand la jeune fille n'est pas un monstre et qu'il y a des hommes qui désirent se marier. Ainsi faisait-on autrefois. Quand une fille avait atteint l'âge nécessaire, les parents la mariaient. C'est ainsi que cela se passait et que cela se passe dans toute l'humanité. Chez les Chinois, chez les Hindous, chez les Mahométans, chez nous, dans le peuple. C'est ainsi que cela se passe dans le genre humain, au moins dans une proportion de 99%. Seulement, dans la 100e partie ou moins, nous, les débauchés, nous avons trouvé que ce n'était pas bien et nous avons inventé du nouveau. Quelle est cette nouveauté? La voici. Les jeunes filles restent assises et les hommes vont et viennent devant elles comme à la foire et font leur choix. Les jeunes filles attendent et pensent sans oser le dire. Moi, mon cher? Non, moi. Pas elle, mais moi. Regarde les épaules que j'ai, et le reste. Nous, les hommes, nous faisons les 100 pas, nous jetons un coup d'œil de temps à autre, et nous sommes très satisfaits. Je sais, nous disons-nous en aparté, mais je ne m'y laisserai pas prendre. Ils font les 100 pas, ils jettent un coup d'œil de temps à autre, ils sont très satisfaits qu'on ait organisé tout cela pour eux. Un instant, il n'est plus sur ses gardes, crac, le voilà attrapé. Mais comment faire, lui dis-je, est-ce à la femme de faire la demande en mariage? À vous dire vrai, je ne sais pas, mais si l'on parle d'égalité, qu'il y ait égalité. On a trouvé la demande en mariage humiliante, ceci l'est 1000 fois plus. Au moins, les droits et les chances étaient égaux, tandis qu'ici la femme est ou une esclave sur le marché, ou un appât dans la souricière. Dites à n'importe quelle mère ou à la jeune fille elle-même la vérité, qu'elle est occupée exclusivement à accrocher un fiancé. Grand Dieu, quelle offense! Cependant, elles ne s'occupent que de cela, et elles n'ont rien d'autre à faire. Et ce qui est horrible, c'est de voir absorber par cela, parfois de pauvres filles innocentes et toutes jeunes. Encore si cela se faisait ouvertement, mais non, il y a toujours supercherie. Ah, l'origine des espèces, comme c'est intéressant. Oh, Lise se passionne pour la peinture, vous irez à l'exposition? Comme c'est instructif. Et les troïkas, le spectacle, la symphonie. Ah, c'est remarquable. Ma Lise est folle de musique, pourquoi ne partagez-vous pas ses convictions? Et les promenades en barque. Avec cela une pensée unique. Prends-moi, prends ma Lise. Non, moi, allons, essaye au moins. Oh, abjection, mensonge, conclut-il. Et comme il avait fini son thé, il commença à emballer les tasses et autres récipients. Chapitre 9. Vous savez, reprit-il en mettant dans son sac le thé et le sucre, cette domination des femmes dont souffre le monde, tout vient de là. Quelle domination, dis-je? Les droits, les privilèges sont du côté des hommes. Oui, précisément, m'interrompit-il, c'est exactement ce que je voulais dire. C'est cela qui explique ce fait curieux. D'un côté, il est parfaitement juste de dire que la femme a été amenée au degré le plus bas de l'humiliation, et de l'autre, qu'elle domine. Les femmes sont exactement comme les Juifs qui, par leur puissance financière, se dédommagent de l'oppression qu'ils subissent. Ah, vous voulez que nous ne soyons que des commerçants? Très bien, en tant que commerçants, nous vous dominerons, disent les Juifs. Ah, vous voulez que nous ne soyons qu'un objet de sensualité? Très bien, en tant qu'objet de votre sensualité, nous vous asservirons, disent les femmes. L'absence de droit de la femme n'est pas dans le fait qu'elle ne peut pas voter ou être juge. S'occuper de ces affaires-là ne constitue aucun droit, mais en ceci qu'elle devrait, dans les rapports sexuels, être l'égale de l'homme, avoir le droit d'user de l'homme ou de s'abstenir de lui selon son désir, de choisir l'homme selon son désir et non d'être choisi. Vous dites que c'est inconvenant, parfait, mais alors que l'homme lui aussi soit privé de ses droits. Pour l'instant, la femme est privée de ce droit que possède l'homme. Et pour compenser, elle agit sur la sensualité de l'homme, elle l'assujettit par l'essence de telle façon que ce n'est pas formellement qu'il choisit, en réalité c'est elle qui le choisit. Une fois en possession de cet expédient, elle en abuse et acquiert un terrible pouvoir sur l'homme. Mais où est donc ce fameux pouvoir, lui demandai-je. Où? Partout, en tout. Faites un tour dans les magasins de n'importe quelle grande ville. Il y a là des millions, on ne pourrait évaluer la somme de travail employée là, et regardez. Dans 9 sur 10 de ces magasins, y a-t-il le moindre objet destiné à l'homme? Tout le luxe de l'existence est exigé, entretenu par les femmes. Comptez toutes les fabriques.
Parmi elles, une énorme proportion produit des ornements inutiles, des équipages, des meubles, des jouets pour les femmes. Des milliers de gens, des générations d'esclaves périssent au cours d'un travail de forçat dans les fabriques uniquement par le caprice des femmes. Les femmes, telles des impératrices, tiennent dans l'esclavage d'un travail exténuant les 9/10 du genre humain. Et tout cela vient de ce qu'on les a humiliées, de ce qu'on leur a refusé les droits des hommes. Elles se vengent en agissant sur nos sens, en nous prenant dans leurs raies. Tout vient de là. Les femmes ont fait d'elles-mêmes, pour agir sur nos sens, un instrument si efficace qu'un homme ne peut s'adresser tranquillement à l'une d'entre elles. Dès qu'un homme s'approche d'une femme, il subit ses sortilèges et devient fou. Autrefois déjà, je me sentais toujours mal à l'aise lorsque je voyais une femme parée comme une chasse dans sa robe de bal. Mais maintenant cela m'inspire une vraie terreur. Je vois là clairement quelque chose de dangereux pour les hommes, d'illégal, et j'ai envie d'appeler la police, de réclamer une protection contre ce danger, d'exiger qu'on enlève, qu'on éloigne cet objet redoutable. « Oui, vous riez, s'exclama-t-il en me regardant, mais ce n'est pas du tout une plaisanterie. Je suis persuadé que le moment viendra, et peut-être très rapidement, où les gens comprendront cela et s'étonneront qu'il ait pu exister une société où l'on ait toléré des actes aussi contraires à la tranquillité publique que cette façon d'orner son corps si provocante pour la sensualité que l'on tolère pour les femmes dans notre société. Cela revient exactement à disposer de place en place sur les promenades, sur les chemins, toutes sortes de pièges. C'est pis. Pourquoi les jeux de hasard sont-ils interdits alors que les femmes sont autorisées à se montrer dans des toilettes de prostituées, provocantes pour les sens? Elles sont 1000 fois plus dangereuses. Chapitre 10. Et alors c'est ainsi qu'on m'a attrapé. J'étais ce qu'on appelle amoureux. Non seulement je me la représentais comme le comble de la perfection, mais moi aussi, pendant mes fiançailles, je me prenais pour le comble de la perfection. Il n'y a pas de vaurien qui, en cherchant bien, ne trouve d'autres vauriens pires que lui à certains égards, et qui par suite ne puisse découvrir de raison de s'enorgueillir et d'être content de soi. Ainsi étais-je. Je ne faisais pas un mariage d'argent. L'intérêt n'était pas en cause, alors que la plus grande partie de mes amis se mariaient pour acquérir de l'argent ou des relations. J'étais riche, elle pauvre, premier point. Le second motif de fierté était que les autres se mariaient avec l'intention de continuer à vivre dans la polygamie, comme avant leur mariage. Moi, au contraire, j'étais fermement résolu à m'en tenir à la monogamie une fois marié. J'en tirais de moi-même une fierté sans limite. Oui, j'étais un horrible porc et je m'imaginais que j'étais un ange. La période de mes fiançailles fut brève. Je ne peux aujourd'hui me rappeler sans honte cette époque. Quelle ignominie! Il est entendu, n'est-ce pas, que l'amour est spirituel, non sensuel. Si l'amour est spirituel, les relations le sont, et ces relations spirituelles devraient s'exprimer par des paroles, des entretiens, des causeries. Il n'en était rien. Lorsque nous restions en tête-à-tête, il nous était la plupart du temps terriblement difficile de parler. C'était le supplice de Sisyphe. Dès qu'on avait trouvé quelque chose à dire, on le disait. Puis il fallait de nouveau se taire, se creuser la cervelle. Nous n'avions rien à nous dire. Tout ce qu'on pouvait dire sur la vie qui nous attendait, sur notre installation, nos projets, avait été dit. Que restait-il? Si nous avions été des animaux, nous aurions su que ce n'était pas notre affaire de parler. Ici, au contraire, nous étions obligés de parler, et nous n'avions rien à dire, parce que ce qui nous occupait ne pouvait pas se résoudre par des conversations. Ajoutez à cela cette scandaleuse habitude d'offrir des bonbons, de se bourrer grossièrement de friandises, et tous ces abjects préparatifs. Les discussions au sujet de l'appartement, de la chambre à coucher, des lits, des peignoirs, des robes de chambre, du linge, des toilettes. Vous conviendrez que s'il faut se marier selon le Domostroï, comme disait ce vieux monsieur, les édredons, le trousseau, le lit ne sont que des détails accompagnant le sacrement. Mais chez nous, alors que sur 10 personnes qui contractent mariage, il y en a à peine une qui croit au sacrement ou pense seulement que ce qu'elle fait constitue une sorte d'obligation, quand sur 100 hommes, il y en a à peine un qui n'ait pas été marié auparavant, et sur 50, un qui ne soit pas prêt d'avance à tromper sa femme à toute occasion, alors que la plus grande partie d'entre eux regardent le passage à l'église uniquement comme la condition expresse de la possession d'une femme en particulier, songez à l'affreuse signification que prennent tous ces détails. Il en résulte que tout se borne à cela. Il en résulte une sorte de marché. On vend à un débauché une jeune fille innocente et on accompagne cette vente de certaines formalités. Chapitre 11. Je me suis marié comme tout le monde se marie, et la lune de miel tant vantée commença. Comme cette expression seule est vulgaire, siffla-t-il entre ses dents avec rancune.
Un jour à Paris, j'allais voir toutes sortes de spectacles et j'entrais, sur la foi d'une enseigne, pour contempler une femme à barbe et un chien aquatique. Il se trouva que ce n'était rien d'autre qu'un homme dans une robe de femme décolletée et un chien enfoncé dans une peau de morse et nageant dans une baignoire pleine d'eau. Tout cela était fort peu intéressant, mais lorsque je sortis, l'homme qui faisait le boniment m'accompagna poliment, et s'adressant au public près de l'entrée, dit en me désignant « Demandez donc à ce monsieur si cela ne vaut pas la peine de voir cela. Entrez, entrez, 1 franc par personne. » Je n'osais pas dire que cela ne valait pas la peine de voir cela, et le bateleur sans doute comptait là-dessus. Il en va probablement ainsi de ceux qui ont expérimenté toute l'abomination de la lune de miel et qui ne veulent pas enlever aux autres leurs illusions. Moi non plus, je ne désenchanterai personne, mais aujourd'hui je ne vois pas pourquoi je ne dirai pas la vérité. J'estime même qu'il est nécessaire de dire la vérité à ce sujet. C'est pénible, honteux, abject, pitoyable, et surtout d'un ennui allant jusqu'à l'invraisemblance. Quelque chose dans le genre de ce que j'ai éprouvé lorsque j'ai appris à fumer. J'avais envie de vomir, ma salive coulait, mais je l'avalais et faisais semblant de trouver cela très agréable. Le plaisir de fumer, comme celui-là, si plaisir il y a, ne vient qu'après. Il faut que les époux gouvernent en eux ce vice pour en éprouver du plaisir. Quel vice, dis-je? N'oubliez pas que vous parlez d'une des manifestations les plus naturelles de l'être humain. Naturel, dit-il, naturel? Non, je vous dirais au contraire que je suis arrivé à la conviction que ce n'est pas naturel. Non, nullement naturel. Demandez aux enfants, demandez à la jeune fille non pervertie. Ma sœur s'est mariée toute jeune avec un homme 2 fois plus âgé qu'elle, un débauché. Je me rappelle combien nous fûmes étonnés le soir de son mariage lorsque, pâle et tout en larmes, elle s'enfuit de chez lui et, tremblant de tout son corps, nous dit que pour rien au monde, qu'elle ne pouvait même pas nous dire ce qu'il voulait d'elle. Vous dites que c'est naturel? Il est naturel de manger. Manger est joyeux, facile, agréable et n'inspire aucune honte, même au début. Mais ici c'est abject, honteux et douloureux. Non, ce n'est pas naturel. Et une jeune fille intacte, j'en suis convaincu, est toujours cela. Mais comment, lui dis-je, comment alors se serait perpétué le genre humain? Ah oui, pourvu que le genre humain ne périsse pas, dit-il avec une ironie mauvaise, et comme s'il attendait cette réplique familière et de mauvaise foi. Prêcher qu'on doit s'abstenir de procréer pour que les lords anglais puissent toujours baffrer à leur aise, c'est possible. Prêcher qu'on doit s'abstenir de procréer pour augmenter la somme du plaisir, c'est possible. Mais insinuer seulement qu'on devrait s'abstenir de procréer au nom de la morale, grand Dieu, quelle clameur! Est-ce que le genre humain va disparaître parce qu'une dizaine ou une vingtaine d'hommes désirent ne plus vivre comme des porcs? Au reste, excusez-moi, cette lumière me gêne, peut-on la voiler? Dit-il en montrant la lanterne. Je lui dis que cela m'était égal, et avec précipitation, comme tout ce qu'il faisait, il monta sur son siège et tira le rideau de laine de la lanterne. Tout de même, dis-je, si tous s'en faisaient une loi, le genre humain disparaîtrait. Il ne répondit pas tout de suite. Vous demandez comment le genre humain se perpétuera, dit-il, en s'installant de nouveau en face de moi. Il écarta les jambes et appuya ses coudes sur ses genoux. Pourquoi? Pourquoi doit-il se perpétuer, le genre humain? Comment pourquoi? Autrement nous n'existerions pas. Et à quoi bon exister? À quoi bon? Pour vivre? Mais vivre pourquoi? Si l'on ne poursuit aucun but, si la vie nous a été donnée pour elle-même, nous n'avons pas de raison de vivre. S'il en est ainsi, les Schopenhauer, les Hartmann et tous les bouddhistes ont parfaitement raison. Et s'il y a un but, il est clair que la vie doit s'arrêter lorsque le but est atteint. C'est à cela qu'on aboutit, dit-il avec une émotion manifeste. Il accordait visiblement du prix à sa pensée. C'est à cela qu'on aboutit. Remarquez que si le but de l'humanité est le bien, l'amour, comme vous voudrez, si le but de l'humanité, ce qui est dit dans les prophéties, que tous les hommes s'unissent dans l'amour, qu'ils forgent des faucilles avec le fer, des lances, etc., qu'est-ce qui s'oppose à la poursuite de ce but? Les passions. De toutes les passions, la plus forte, la plus perfide, la plus opiniâtre est la passion sexuelle, l'amour charnel. Par suite, si l'on supprime les passions, et la dernière, la plus forte de toutes, l'amour charnel, la prophétie s'accomplira, les hommes s'uniront, le but de l'humanité sera atteint, et elle n'aura plus de raison de vivre. Au contraire, tant que l'humanité dure, elle a un idéal devant elle, et bien entendu, ce n'est pas l'idéal des lapins ni des porcs, qui est de se multiplier le plus possible, ni celui des singes ou des Parisiens, qui est de jouir avec le plus de raffinement possible des plaisirs sexuels, mais l'idéal du bien, atteint au moyen de la continence et de la pureté. C'est vers lui qu'ont toujours tendu et que tendront toujours les hommes. Voyez ce qui en résulte.
Il en résulte que l'amour charnel est une soupape de sûreté. Si la génération d'hommes actuellement vivante n'a pas atteint ce but, c'est uniquement parce qu'elle a des passions, et la plus forte de toutes, la passion sexuelle. Et comme cette passion existe, il y a une nouvelle génération, donc une possibilité d'atteindre le but avec la génération suivante. Si celle-ci ne l'atteint pas non plus, il y aura encore une génération après elle, ainsi de suite jusqu'à ce que le but soit atteint, la prophétie accomplie, les hommes unis. Autrement, à quoi aboutirait-on? Si l'on admet que Dieu a créé les hommes pour atteindre un but déterminé, il les aurait créés ou mortels, sans passion charnelle, ou éternels. S'ils avaient été mortels, mais sans passion charnelle, qu'en serait-il advenu? Ceux-ci qu'après avoir vécu sans atteindre le but, ils seraient morts. Et pour atteindre le but, Dieu aurait créé de nouveaux hommes. Si au contraire ils avaient été éternels, admettons, quoique ce soit plus difficile à des êtres de cette sorte qu'aux nouvelles générations de réparer leurs fautes et de s'approcher de la perfection, admettons qu'ils aient atteint le but après des milliers et des milliers d'années. À quoi alors servent-ils? Que faire d'eux? L'ordre existant est encore ce qu'il y a de mieux, mais peut-être que cette façon de s'exprimer vous déplaît. Peut-être êtes-vous évolutionniste, même alors le résultat est le même. L'espèce la plus élevée des animaux, l'espèce humaine, doit, pour se maintenir dans la lutte contre les autres animaux, se rassembler en un tout comme un essaim d'abeilles, et non se multiplier à l'infini. Elle doit, comme les abeilles, élever des asexués, c'est-à-dire tendre de nouveau vers la continence et non vers l'excitation des désirs vers laquelle est orientée toute l'organisation de notre vie. Il se tut un moment. Le genre humain doit disparaître? Est-ce que qui que ce soit, quelle que soit la façon dont il regarde le monde, peut en douter? C'est aussi indubitable que la mort. À en croire la doctrine de l'Église, le monde aura une fin. Selon l'enseignement de la science, cette fin est inévitable. Qu'y a-t-il d'étonnant à ce que l'enseignement de la morale aboutisse aux mêmes conclusions? Il se tut un long moment après cela, but encore du thé, acheva une cigarette, en prit d'autres dans son sac qu'il plaça dans son vieux porte-cigarette tout noirci. « Je comprends votre pensée, lui dis-je, les Shakers soutiennent quelque chose d'approchant. »« Oui, oui, et ils ont raison, dit-il. La passion sexuelle, quelle que soit la mise en scène qui l'entoure, est un mal horrible qu'il faut combattre, et non encourager comme on le fait chez nous. Lorsque l'Évangile dit qu'un homme qui regarde une femme avec convoitise s'est déjà livré avec elle à la fornication dans son cœur, il a en vue non seulement les femmes des autres, mais expressément et surtout la propre femme de cet homme. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce, et on se retrouve très vite pour la suite de la sonate à Kreutzer.